Connectez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. C'est important. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est important. Et abonnez-vous massivement sur la page Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Cela permettra de sauver des vies et les gens prendront conscience des bêtises qu'ils sont en train de faire. C'est important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boumou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui se passe. Parce que beaucoup se laissent manipuler. Beaucoup se laissent manipuler et il faudrait que les gens comprennent. Vous devez comprendre, peuple ivoirien, d'abord, avant de venir sur les personnalités politiques, j'aimerais m'adresser à la population ivoirienne. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques, c'est très important. Vous savez, nous sommes tous ivoiriens et nous sommes toutes ivoiriennes. Quand je dis toutes ivoiriennes, je parle au nom des femmes. Et quand je dis tous ivoiriens, je parle au nom des hommes. Vous savez, dans la vie, il est très difficile d'avoir des présidents qui sont soucieux du développement de leur pays, des nations qu'ils gouvernent. C'est très rare dans ce monde. Prenez un peu l'histoire de l'Afrique. Quand vous voyez l'Afrique tout entière et que vous voyez les différents pays africains, la plupart des présidents qui dirigent ces pays, ils ne travaillent pas pour leur pays, ils ne travaillent pas pour leur nation. Des gens disent qu'ils sont corrompus, des gens disent que ce sont des voleurs. Mais s'ils étaient voleurs uniquement et qu'ils pouvaient construire quelque chose pour leur nation, c'était bien. Mais en dehors d'être voleurs, ils ne construisent pas leur nation. En dehors d'être voleurs, prenez le cas du Mali. Les Maliens sont riches, leur sous-sol est rempli de trucs d'or, de diamants et tout. Mais quand vous voyez le Mali, je ne suis pas là pour frustrer les Maliens. Je respecte les Maliens. Mais je parle des autorités maliennes. Quand vous prenez le Mali et que vous regardez les différents présidents maliens, qui de ces présidents maliens s'est déjà une fois soucié du peuple malien et s'est soucié déjà du Mali, au nom du développement du Mali? Personne. Ils viennent là, ils durent là, ils font 5 ans, 10 ans, après ils partent par coup d'État parce qu'ils ne valent rien. Le peuple souffre, non seulement le peuple n'a pas d'emploi, le peuple souffre et en dehors de ça, ils sont incapables de développer leur nation qui est le Mali. Ça, c'est le côté malien. Prenez même le Burkina. Le Burkina qui est le Burkina, je ne suis pas contre les Burkinabés, mais c'est un fait. Prenez le côté burkinabé. Mais le Burkina, tous les présidents qui sont venus au Burkina, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Burkina? Ils n'ont rien apporté. Non seulement le peuple burkinabé souffre, mais les présidents ont été incapables de développer le Burkina. Et c'est une réalité. Prenez le Libéria. Je prends les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Prenez le Libéria qui est le Libéria. Est-ce que le Libéria est un pays pauvre? Mais il y a eu la guerre là-bas à cause du diamant et tout. Mais le Libéria est un pays qui est un sous-sol riche. Mais le Libéria est arrivé où? C'est-à-dire, quand on prend la Côte d'Ivoire, en dehors même d'Abidjan, et en dehors d'Abidjan, les autres villes sont mieux développées que la capitale libérienne. Pourtant, le Libéria a connu des présidents. Mais ces présidents n'ont jamais pu aider le peuple libérien. Ils n'ont jamais pu aider le Libéria à se développer, s'émanciper.
Et il y en a comme ça. Vous partez au Bénin, c'est pareil. Les Béninois, ils sont comme ça. Vous partez au Togo, c'est pareil. Ils sont là-bas, mais c'est des pays qui ont des ressources. C'est des pays qui ont même prenez le Gabon. Le Gabon, c'est un pays pétrolier. C'est un pays qui a beaucoup de pétrole. Prenez même l'air de ce Congo. C'est un pays qui est riche. Mais quand vous partez au Congo, là, est-ce que le Congo est développé? C'est rare même de voir immeubles au Congo. C'est rare. Ce sont des maisons en banco et tout qui sont là-bas. Pourtant, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Où le sous-sol est riche, il y a le bois, il y a toutes sortes de matières premières, les ressources minières, les ressources halieutiques. C'est moi qui vais parler, mais c'est au complet. Mais les dirigeants qui sont là-bas, non seulement le peuple qu'ils dirigent, que ces différents dirigeants congolais ont dirigé, gabonais ont dirigé, et je ne sais pas, ils n'ont jamais pu œuvrer pour le bien-être du peuple et le bien-être de ces nations qu'ils dirigent. Mais prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Oufoué, le premier président ivoirien, il a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir au sein de toute l'Afrique les premiers buildings de l'Afrique pendant que les autres pays ne connaissaient même pas ce que les gens appelaient immeubles. En Côte d'Ivoire, on avait déjà des immeubles au plateau, il y avait déjà des buildings. Des gens ne savaient même pas ce qu'on appelait pont. Oufoué a œuvré pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait au moins le pont de Gaulle, le pont Oufoué-Boaï, et ce n'était pas les deux seuls ponts du pays, parce que lorsqu'on va à Divo, on traverse le fleuve Bandama, mais sur le Bandama, il y avait un pont, mais ces ponts, on ne parle pas de ça. Il y avait beaucoup de ponts ailleurs, mais on ne parle pas de ça. On parle des deux ponts qui relient Trashville au plateau. Ce sont de ces ponts-là qu'on parle. Mais en dehors de ça, Oufoué a fait plusieurs ponts. Il a fait des buildings. Il a construit des villes. Mais quand Oufoué est mort, ces présidents qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Parce que vous sortez, vous manifestez. On ne veut pas troisième mandat. C'est la dictature. C'est la dictature. Mais vous manifestez pourquoi? Est-ce que vous manifestez pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire, ou bien vous manifestez parce que pour vous, c'est la dictature? Donc, si je veux bien comprendre, vous êtes contre la dictature, mais vous êtes aussi pour la pauvreté et vous êtes pour le détournement des biens publics sans que ces gens-là ne fassent quoi que ce soit. Depuis que vous êtes mort, il y a eu plusieurs présidents, on a connu plusieurs présidents. Des présidents qui sont venus balayer, on les a connus, ils n'ont pas pu balayer, ils n'ont rien foutu. Des présidents qui sont venus, qui ont mené le et le ou, qui ont mené l'ivoirité, ils n'ont rien apporté que le désordre au sein de notre pays. Mais vous-même, vous les connaissez. Hein? Ce n'est pas à moi de vous dire qui a envoyé l'ivoirité, qui a envoyé le et le ou. Ce n'est pas moi, c'est vous qui les connaissez. Ils n'ont rien apporté, développement, rien du tout. Ils ont passé leur temps à prendre même la monnaie ivoirienne pour encaroler leur maison et tout. Ils ont pris tous les biens de la Côte d'Ivoire, ils ont vendu ça. Et ils sont là, ils n'ont rien apporté. Il y a des présidents qui sont venus, qui avaient promis des merveilles au peuple ivoirien. Une fois au pouvoir, ils n'ont pas pu protéger le peuple ivoirien. Ils ont livré le peuple ivoirien à des rebelles, à des terroristes qui ont dansé sur le peuple ivoirien, qui ont dansé dans les différentes cours et dans les maisons des citoyens ivoiriens, qui ont foutu la merde. Ils n'ont pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait. Ils ont massacré le peuple ivoirien. Ils n'ont pas pu développer la Côte d'Ivoire. De 93 en 2010. Sinon que de 93 en 2011, ça fait combien d'années, mes frères? Si vous savez bel et bien compter, j'aimerais bien savoir. Ça fait combien d'années? Parce que de 2000 en 2010, ça fait 10 ans. Donc 17 ans. La Côte d'Ivoire n'a rien foutu pendant 17 ans parce qu'on a eu des dirigeants incompétents. Pendant 17 ans, c'était des troubles. Pendant 17 ans, c'était des morts. Pendant 17 ans, c'était des coups d'État. Pendant 17 ans, c'était des rébellions. Parce qu'au sein de notre nation, on a eu des personnalités politico-incompétentes qui n'arrivaient même pas à protéger le peuple ivoirien,
qui était incapable de sécuriser le pays, qui était incapable de construire une armée digne de ce nom, qui était incapable de doter la Côte d'Ivoire des bons matériels militaires, des infrastructures sanitaires et des infrastructures d'éducation. Ils n'ont pas pu doter, même ils n'ont pas pu construire des universités, des lycées et tout. Ils n'ont rien fait. Même l'eau potable manquait partout, dans tous les villages et dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Les gens étaient obligés de boire de l'eau usée. Ils étaient obligés de boire de l'eau de trucs des marigots, de l'eau de la mare, ou bien des mares, pour pouvoir s'en sortir. Ils avaient la diarrhée en permanence. Ils avaient des sales maladies, le kwashiorkor et tout, des beriberi. Et les gens sont morts, le palu, partout, dans les puits où les moustiques pondaient les œufs, les humains partaient puiser de l'eau dans les mêmes puits où les moustiques pondaient les œufs remplis de palu. Et des gens buvaient. Pendant qu'ils buvaient, ils pensaient qu'ils buvaient de l'eau. Oh, ils étaient en train de boire le palu, comme ça. Ils étaient en train de boire leur propre mort. Mais ce cycle est passé. Ce cycle est terminé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un président digne de ce nom. Depuis qu'il est venu, avez-vous déjà vu un coup d'État? Non, parce que c'est un président. Il a pensé à tout ça. Il sait que en Côte d'Ivoire, les autres présidents, ils ont été incapables. Ils ont permis à des coups d'État. Ils ont permis à des rébellions de s'installer dans notre nation. Ils ont permis la naïveté, la pauvreté s'installer partout en Côte d'Ivoire. Ils ont permis le pillage des biens, des ressources et de tous les biens de notre nation. Mais ce président qui est là en ce moment, je ne dis pas son nom, mais vous le connaissez. Ce président qui est là en ce moment, il a pris le temps de calculer, de régler tout ça. Depuis qu'il est venu, mais la rébellion a été bannie en Côte d'Ivoire, les coups d'État ont été bannis, on a une armée forte, on est doté des bonnes infrastructures pour que l'Ivoirien puisse se soigner, l'éducation prend de l'ampleur, la Côte d'Ivoire connaît déjà de bonnes choses, de belles choses. Donc on doit féliciter ce dernier. Au lieu de le faire, non, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Bon, ok, le dictateur qui, lui, il construit, le dictateur qui développe le pays, le dictateur qui vous permet de vivre en sécurité et de vous balader partout en Côte d'Ivoire. Vous ne le préférez pas. Vous préférez un démocrate qui va vous livrer à des rebelles, un démocrate qui va vous livrer à des coups d'État, un démocrate qui va vous livrer à des bandits, à des coupeurs de route. Des gens vont venir vous couper les têtes. Ils vont vous livrer à des rebelles qui vont faire des génocides dans vos régions, dans vos villages, dans vos villes. Ce sont ces gens de démocrates-là, vous voulez? Je préfère un dictateur qui me protège face à un démocrate qui me livre à des rebelles. Vous devez le comprendre. Je dis bien, écoutez-moi bien. Je dis bien, je préfère un dictateur qui me permet de circuler partout dans le pays en paix et en sécurité qu'un démocrate qui me livre à des terroristes, à des rebelles et qui m'empêche de circuler partout dans le pays. Et donc, ce dictateur, je demande aux Ivoiriens de le suivre. C'est vous qui l'avez surnommé dictateur. Mais pour moi, il n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui se soucie de son peuple. Ce que vous appelez dictature, ce n'est pas ça la dictature. Parce que lorsqu'on te confie une nation, sache que l'avenir de tout un peuple se trouve dans tes mains. C'est-à-dire la sécurité d'un tas de milliers d'individus. Vous comprenez, la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui 26 millions d'habitants. Donc, l'avenir et la vie de 26 millions d'individus se trouvent dans les mains d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Il ne peut pas plaisanter avec ça. Il ne peut pas faire le plaisir à certains énergumènes qui sont au sein de la société, qui font n'importe quoi. Et donc, il doit les caresser dans le sens des poils pour faire croire que non, il est un bon démocrate et tout. Mais en les caressant, mais ça leur donne des ailes, ils contaminent d'autres personnes et ça devient un état de non-droit, un état de vagabond, un état de bandit, un état de rebelle. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire dans le et il n'est pas jugé parce que le président veut se faire passer pour des démocrates, pour se faire aimer par le peuple. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on est président,
Cette histoire d'amour et tout, on met ça de côté. Et on gère le pays comme il se doit. Quiconque est citoyen du pays, il est dirigé aussi par le président, mais il doit mieux se comporter vis-à-vis des autres citoyens. Il ne doit pas les emmerder, il ne doit pas comploter pour faire du mal aux autres. Quiconque complote pour vouloir faire du mal aux autres, il va se retrouver à la maca. Mais comment se fait-il que il y a 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et tous ces millions d'habitants ne sont pas en prison? Mais parmi ces millions d'habitants, c'est quelques-uns qui se retrouvent en prison. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont fait quoi pour se retrouver en prison? Vous dites qu'ils n'ont rien fait. Ils sont allés les attraper. Des gens cagoulés sont allés les prendre. Ils sont allés les enlever. Ah bon? Ils n'ont rien fait. Ils sont allés les enlever. Vous êtes là quand ils communiquent au téléphone. C'est vous qui êtes là quand ils s'envoient les messages. Vous savez que tout le monde est sous écoute en Côte d'Ivoire. C'est même chose en Europe ici. Hein? En Europe ici. C'est-à-dire, tu es en Europe. La police vient débarquer chez toi pour t'arrêter. Mais tu n'es pas le seul citoyen qui est en Europe. Donc, si la police a dépassé des maisons jusqu'à venir chez toi pour t'arrêter et te mettre en garde à vue, c'est que tu as la vérité aux gens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas dire je n'ai rien fait parce que les gens ne t'ont pas vu ouvertement en train de faire n'importe quoi. Et donc, si on t'arrête, tu vas penser que tu n'as rien fait et mentir aux gens. Mais ton téléphone que tu as là, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as appelé qui? Tu as parlé de quoi? Tu as envoyé un message aux gens. Qu'est-ce que tu as dit dans tes messages? Il faut exposer cela aux gens. Et donc, il y a secret d'État. Ce n'est pas tout, on met au grand jour pour dire voilà, c'est que chaque citoyen, chaque message qu'il envoie, ils vont exposer. Non. Quand la justice a des preuves irréfutables, la justice sait que tu as fait telle chose. On t'arrête. Lors de ton jugement, on saura, tu sauras ce que tu as fait. Mais il ne faut pas mentir aux simples citoyens qui sont là pour dire je n'ai rien fait parce que tu appartiens à un parti politique. Tu vas dire c'est à quoi mon parti politique? Mais qu'est-ce que tu complotais? Tu complotais quoi avec d'autres personnes? Si tu as été arrêté, ça veut dire tu as envoyé des messages où tu as émis un appel en train de parler de déstabilisation, de crime. Voilà pourquoi tu as été en Europe. Personne ne se plaint. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens se plaignent. Voilà pourquoi les autres régimes ont laissé n'importe qui faire n'importe quoi et ça a créé des rébellions dans le pays. Parce que tous les appels n'étaient pas sous écoute, hein, tout le monde n'était pas sous écoute, tous les appels n'étaient pas, c'est-à-dire n'étaient pas filtrés pour voir quel appel parle d'un coup d'État, parle d'un complot pour déstabiliser le pays. Il laissait n'importe qui faire n'importe comment, n'importe quoi. Il ne pouvait pas arrêter des gens parce qu'ils voulaient se faire passer pour des démocrates. Et on a vu, ça a coûté la vie à plusieurs citoyens ivoiriens. Des gens ont perdu les maisons, d'autres sont devenus handicapés parce que ces régimes étaient incompétents. Mais avec Alassane Ouattara, il surveille chaque citoyen ivoirien et chaque citoyen étranger vivant en Côte d'Ivoire. Tu dois être surveillé à la lettre. Tu ne dois pas commettre n'importe quoi. Tu ne dois pas comploter contre notre propre nation, la Côte d'Ivoire, ou contre ta nation, la Côte d'Ivoire. Tu ne dois pas comploter contre tes propres frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Quiconque le fait, il doit se retrouver à la maca. Donc, voici ce que Alassane fait. Vous pensez que c'est du mal qu'il fait? Non, c'est pour vos propres biens. Tu peux détester la tête d'Alassane Ouattara parce que les Burkinabés le fait, c'est pour ton bien-être, mon frère et ma soeur. Alassane Ouattara ne le fait pas parce qu'il te déteste. Non. Parce que s'il y a guerre, toi-même, ta vie sera en danger. Ceux même que tu supportes, les partis politiques que tu supportes là, leurs gens qui vont financer pour faire la guerre, peut-être eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont t'égorger. C'est eux-mêmes qui vont fusiller les membres de ta famille sans que tu ne le saches. Parce que quand la guerre commence, on ne sait pas qui est PDCI, qui est FPI, qui est RADP, qui est RACI, qui est GPS. Non, c'est mélangé, c'est mélangé. C'est mélangé, c'est mélangé. Puisque dans toutes les ethnies, il y a des membres du FPI, des membres du PDCI, des membres du RADP, des membres du RACI. Tu appartiens totalement au FPI ou au RACI. Non. Ce n'est pas parce que tu es du Nord que tu appartiens au RADP, au PDCI ou non. Au Nord là-bas, là, il y a plusieurs personnes qui sont FPI. Il y a plusieurs personnes qui sont PDCI. Il y a plusieurs personnes qui sont RADP. Il y a plusieurs personnes qui sont RACI.
Donc, il ne suffit pas de voir le nom pour dire il est RADP, il est PDCI. Non, il y a même des gens du centre qui sont des baoulés, hein, des agnés, des trucs, mais qui sont RADP. Donc, si vous vous basez sur des noms pour aller cibler des gens pour les tuer, mais vous allez commettre des crimes. Et tuer des gens qui sont de même bon parti politique que vous-même, qui partez commettre ces crimes. Voilà pourquoi, dans ce pays, on doit se respecter. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, il fait tout pour sécuriser le peuple ivoirien. Mais malheureusement, le peuple se laisse berner par des hommes politiques. Vous vous laissez manipuler par des politicards. Mais mon frère, les gens pour qui tu te bats, tu es dans les rues, tu coupes les billes de bois pour mettre ça sur la route dans le but d'empêcher les véhicules ou la circulation, le trafic de biens en se passer. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu ne mets pas ta vie en danger? Vous voyez, il y a un cas qui a fait un accident aujourd'hui. Il y a eu des blessés et des morts à cause de vos comportements. Imaginons pour ça, on vous arrête, on vous fout en prison. Vous allez dire, Ouattara, il attrape les membres de l'opposition. Mais est-ce que toi-même, de façon consciente, est-ce que ce que tu as fait, c'est bon? Tu bats une route, le cas vient en pleine vitesse. Il ne sait même pas qu'il y a un tronc d'arbre qui est sur la route. Il cogne et il porte au sein du cas là, dans le cas là. Il y a plusieurs militants. Ce n'est pas seulement les militants du RADP qui sont dans le cas que tu vises parce que tu n'aimes pas Ouattara. Dans le cas là, il y a du FPI, il y a militants du PDCI, il y a militants du RADP, il y a militants du RACI. Donc en faisant ça, le cas qui fait l'accident là, l'accident, il y a plusieurs militants qui vont mourir. Mais il y a aussi les militants de ton propre parti pour lequel tu te dis tu te bats. Ils vont aussi mourir. Donc, quel est ton objectif? Si c'est pour aller tuer les militants de ton propre parti politique, quel est ton objectif? Et donc, dans ça, si on t'arrête pour te mettre en prison, tu vas dire je n'ai rien fait. Mais est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Tu as commis un crime, tu viens de tuer quelqu'un. Tu n'es pas différent d'un rebelle qui prend Kalachnikov pour fuser quelqu'un. Toi qui as mis barrage, qui a fait un accident, ça tue des humains. Et quelqu'un qui prend Kalash, qui tue des gens, mais vous êtes pareil. Parce que en mettant ce tronc d'arbre, tu savais ce que tu faisais. Tu savais ce que cela pouvait provoquer. Ça peut provoquer des accidents. Et quand on parle d'accident, il peut y avoir blessure, il peut y avoir mort d'homme. Donc tu es conscient quand tu t'en fais ça. Lui aussi qui prend la Kalash pour aller foutre la merde, il est conscient. Il sait que ça là, ça tue. Et donc vous êtes pareil, tu n'es pas différent. Donc vous qui mettez ça, avant que cela ne commette des crimes, si on vous attrape pour vous mettre en prison, vous allez dire on n'a rien fait. C'est désobéissance civile. En bon, désobéissance civile où tu mets la vie des gens en danger, c'est ça que tu appelles désobéissance civile. Mais là, quand tu vas te retrouver à la Maca, les membres de l'opposition qui t'ont envoyé, soi-disant les hauts cadres, ils ne vont pas aller te sauver, mon frère. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Ils ne vont pas aller te libérer. Ils ne vont pas dépenser qui ont des milliards. C'est des gens qui ont des milliards. Ils ne vont pas aller derrière toi. Ou bien ils ne vont pas déléguer des filles préparées pour vous pour aller vous nourrir dans les prisons. Et dans la prison, là, tu es livré à toi seul. Toi et ta famille. C'est ta famille qui va souffrir. Ils ne vont même pas donner un franc aux membres de ta famille pour dire non, préparez pour votre fils ou votre fille qui est en prison. Parce qu'il a écouté les ordres qu'on lui a donnés. Et donc, c'est suite à ces ordres, il a mis la vie des gens en danger. Et donc, suite à ça, il a été arrêté pour être conduit en prison. Donc, préparez pour lui. Tenez l'argent, payé avocat pour lui. Ils vont le juger, on va lutter pour qu'on le libère. Ils ne vont pas le faire. Ils vont te laisser seul. Ta famille, si ta famille n'a pas d'argent, mon frère, tu n'auras pas d'avocat parce que, en Côte d'Ivoire, avocat gratuit, là, ils sont pas... C'est-à-dire, tu as gagné avocat gratuit où? Même si tu le gagnes, il n'est pas compétent, il n'est pas fiable pour pouvoir te défendre. C'est quand il veut, il vient. Mais s'il ne veut pas, il ne vient pas. Et tu vas faire quoi? Tu es livré. Toi-même, tu peux t'exprimer devant un juge. Est-ce que tu as le culot de te défendre devant des autorités, des juges et des procureurs qui sont assis, qui est capable de te défendre? Je ne pense pas. Tu vas aller bégayer là-bas? Est-ce que tu as l'art verbal, l'art oratoire pour t'exprimer devant un juge et défendre toi-même ta propre situation? Tu ne pourras pas. Et tu vas te retrouver avec une peine de 10 ans, de 20 ans, 30 ans.
tu as hypothéqué ta vie. Et quand tu vas purger cette peine, aucun opposant ne va aller te rendre visite. Ils vont t'oublier là-bas. Pensez-y, ceux qui avaient commis des crimes en 2011, beaucoup sont encore en tôle. Alassane a libéré beaucoup. Mais ceux qui étaient, je parle des généraux qui ont commis, ils sont là-bas. L'opposition a fait quoi pour eux? Ils les ont laissés là-bas. Qui même s'occupe d'eux? C'est leurs enfants qui souffrent. Ils n'ont pas encore pu libérer les anciens. C'est vous encore, ils envoient encore des nouveaux en prison. Mais réveillez-vous. On se bat. Le pays t'appelle comment? Le pays t'appelle d'aller développer le pays. Le pays ne t'appelle pas d'aller couper des troncs d'arbres pour barrer route. Le pays ne t'appelle pas d'aller tuer tes semblables. Le pays ne t'appelle pas d'aller prendre des calaches. Le pays ne t'appelle pas d'aller te faire armer par des machettes et des goudins pour aller dans les rues et te bagarrer. Le pays t'appelle pour son développement. Le pays t'appelle d'aller travailler. Le pays t'appelle à la créativité. Il faut avoir l'esprit de l'entrepreneuriat. Le pays t'appelle dans ce domaine. Mon frère et ma soeur, vas-y, c'est là-bas que le pays a besoin de toi. Le pays n'a pas besoin de toi lorsqu'il s'agit des futilités, lorsqu'il s'agit de n'importe quoi. Mais ces opposants, soi-disant opposants, est-ce qu'ils se sont une fois réunis pour dire, bon, on va lancer une opération d'embauche de la jeunesse ivoirienne. On va lancer une opération pour pouvoir permettre à la jeunesse ivoirienne de travailler. Est-ce qu'ils ont pensé déjà une fois à vous pour dire non, ils vont vous donner du boulot? Ils vont créer des sociétés parce qu'ils sont des milliardaires aussi. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir qui doivent vous donner du boulot, mais ceux qui sont opposants, ils peuvent créer des infrastructures pour permettre à la jeunesse d'avoir du travail. Est-ce qu'ils ont déjà pensé à ça? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à ça? Non, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils vous laissent, personne ne s'occupe de vous, mais lorsqu'il s'agit de la bataille ventrale, je dis bien la bataille ventrale, pour que leur ventre puisse se nourrir, en ce moment-là, ils ont besoin de vous. En ce moment-là, ils vous appellent de descendre. Non, le peuple, de quel peuple ils parlent? Ils doivent plutôt dire qu'ils ont trouvé leur marionnette pour vous manipuler, pour qu'eux, ils puissent atteindre leur objectif. Mais une fois au pouvoir, ils vont vous oublier encore. C'est vous encore qui allez dire, mais on a lutté hier, on a tout fait, vous êtes venus, vous êtes pire, Ouattara était bien, mais vous allez dire ça encore demain. Pour éviter de dire ça, mon frère, ne va pas dans les rues. Prends soin de toi. Bats-toi pour ton gagne-pain. Bats-toi pour travailler, mon frère. Bats-toi pour créer, faire quelque chose. Préparer l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas dans les rues qui vont te conduire à la Maca, où tu ne pourras plus rien faire, tu seras impuissant, incapable de travailler. Ce n'est pas là-bas que tu pourras préparer l'avenir de tes enfants. Moi, c'est sur ce point-là que je te conseille. Qu'est-ce que Soro Diom peut t'apporter? Et puis tu n'as jamais vu. Soro qui vous a tué hier, là, qui nous a tué, nous Ivoiriens, il peut t'apporter quoi, lui, Soro? Et à cause de Soro Diom, tu mets ta vie en danger. Hier, Soro Diom qui t'a assassiné, il a assassiné tes parents, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Pendant 11 ans. Pour ne pas dire pendant 9 ans. Soro Diom qui a commis du tort à toute la population ivoirienne. Qu'est-ce qui te fascine chez lui? C'est quoi séduction chez Soro Diom qui te dit non, il n'y aura pas d'élection et puis tu es content? Qu'est-ce que Soro Diom t'apporte? Dis-moi, mon frère, toi qui me regardes. Dis-moi, ma soeur, Soro Diom, qu'est-ce qu'il t'apporte aujourd'hui? C'est-à-dire, tu es tombé amoureux de ton violeur d'hier. Tu es tombé amoureux de ton assassin d'hier. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu raisonnes? Quelqu'un qui t'a fusillé, il a fusillé tes parents. Il a décapité tes parents. Aujourd'hui, tu es amoureux de lui. Et à cause de lui, tu t'en fais la guerre. À cause de lui, tu mets encore ta vie en danger. Comme tes parents qui étaient morts hier, comme ils ne te suffisent pas. Leur mort là ne te dit rien. Donc, toi maintenant, tu t'en vas donner ta vie au nom d'un criminel, un Soro Diom. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? À un moment donné, quand même, il faut être un être humain. On doit savoir ce qu'on veut dans nos vies. Soit on est objectif, soit on est cohérent, soit on est bête. Nous sommes des petits idiots et on nous manipule. Si on se comporte comme ça, n'importe qui peut venir faire une rébellion. Et puis c'est normal. Il peut venir faire une rébellion, tuer des gens.
Et demain, il sait que ceux même qui va tuer, il va encore les utiliser pour dire, sortez pour moi, allez-y manipuler, allez-y marcher, allez-y dire à celui qui est au pouvoir que non, il est un dictateur, il n'a qu'à quitter. Et tout le monde va sortir, waouh, pour aller encore manifester pour l'individu qui nous avait tués hier. Donc, c'est une manière de donner des galons à Soro Guillaume. C'est une manière de dire à Soro Guillaume, bravo pour le travail que tu avais fait hier. Mais c'est clair. Parce que si on l'encourage et qu'on suit les mots d'ordre de Guillaume Soro, mais on lui donne des galons, on lui donne des grades, sans même le savoir, de façon inconsciente, on est en train d'encourager Soro. Et on lui dit, Soro Guillaume, tu peux encore faire une autre rébellion, parce que c'est un soutien que vous lui apportez. Donc, il se sent pousser des ailes, et donc, il voit encore une opportunité pour encore créer une autre rébellion. Mais dans cette rébellion, tes parents encore vont mourir. Mais entre le rebelle et toi, qui des deux est bête? Mais c'est toi. Au lieu de dire, je ne veux plus de rébellion au pays, je ne veux plus quoi que ce soit parce que j'en ai souffert. Je sais ce que c'est qu'une rébellion. Je sais ce que c'est qu'une guerre. C'est encore toi qui encourages cela. Et tu te montres aux yeux du monde entier. Quand ça va commencer, si ça t'a raté, ça va avoir ta famille. Et ta famille que ça va avoir, qui sera coupable? Mais c'est toi. Tu vas dire non, Ouattara, ce n'est pas Ouattara. C'est ton imbécilité. C'est ton idiotie qui va tuer tes parents. Et tu vas aller accuser Ouattara. Lui que tu soutiens qui est rebelle, là, ce sont même les éléments même de Soro même qui vont aller fusiller tes parents. Et tu vas rester là. Gbagbo pour lequel tu te bats. Parlons-en, Gbagbo pour lequel... Vous savez, vous vous battez pour Gbagbo. Gbagbo, pour venir au pouvoir, lorsque Gbagbo venait au pouvoir, là, le FPI seulement qui avait donné le pouvoir à Gbagbo. Il faudrait que les gens le sachent aujourd'hui. Ce n'est pas les militants du FPI seulement qui ont permis à Laurent Gbagbo de venir au pouvoir. Quand Gbagbo venait au pouvoir, les militants du RDS avaient aussi voté Gbagbo parce que les militants du RDS n'avaient pas de candidat. Donc, les petits Djoula du Nord, les petits Baoulé et tous ceux-là, ils en avaient marre d'un pouvoir militaire parce que Gueye était militaire. Et partout en Côte d'Ivoire, il y avait des militaires partout. Avec des armes, les Ivoiriens, ils en avaient marre. Et Gueye était incompétent parce qu'il disait qu'il était venu balayer, mais il ne pouvait pas balayer. Il n'arrivait même plus à balayer parce qu'il n'avait plus de reins pour balayer. C'est-à-dire qu'il ne remplissait plus ses fonctions. Il était incapable. Au lieu de faire le travail pour lequel il est venu, c'est les Louba, il venait tuer. Et tous les Louba de Côte d'Ivoire, ils fuyaient le pays. C'est là même il a tué John Pololo et tout. Donc les Ivoiriens, ils en avaient marre. Quand tu avais ton frère qui était Louba, en ce moment, il devrait se cacher, sinon Gueye allait le tuer. Or, pourtant, ce n'était pas ça sa mission. Sa mission, c'était de permettre à la Côte d'Ivoire de se relever et organiser des élections. Mais lui, il dévie la mission pour laquelle il est venu et il vient, il tue les gens, enfants des gens, qu'ils soient Louba ou pas. Ce n'était pas ça, lui, son problème. Louba, ce n'est pas quelqu'un même qui devient Louba. Tu peux naître avec des muscles. Tu peux naître en grande taille, en forme et tout. Mais quand Gueye voyait ça, il dit non, tous ceux qui sont en forme, qui sont gros, qui ont les gros bras, qui sont musclés, c'est des voyous. Il les tuait. Et donc les gens en avaient marre. Ils ont apporté leur soutien à Laurent Gbagbo. Tout le monde avait apporté son soutien à Laurent Gbagbo. Mais ce dernier, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour rassembler tous les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait pour réconcilier tous les Ivoiriens? Parce que la Côte d'Ivoire était déjà divisée. Il y avait cette histoire de où l'ivoirité faisait déjà ses premières victimes en Côte d'Ivoire et tout. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il n'a pas pu rassembler tous les Ivoiriens. Il n'a pas pu apporter la confiance dont les Ivoiriens avaient besoin. Et donc, 2 ans plus tard, voilà coup d'État. Il n'a pas pu sécuriser aussi le pays. Lorsque la rébellion se préparait au Burkina, on lui a dit à plusieurs reprises, et les services de renseignement ivoiriens ont dit au président ivoirien que non, il y a une rébellion qui se forme. Est-ce qu'il a délégué des gens pour aller au Burkina et mettre le destin de la Côte d'Ivoire dans les mains du Burkina pour dire si jamais il y a une rébellion qui quitte au Burkina, la Côte d'Ivoire risque d'engager une guerre contre le Burkina. Et donc, si vous ne voulez pas une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, empêchez toutes sortes de rébellions venant du territoire burkinabé. Quand c'est comme ça,
Ça y est, c'est clair dans la tête du président burkinabé. Il va dire, je ne veux pas de guerre entre ma nation et la nation ivoirienne. Parce que s'il y a guerre, ça risque de faire chuter mon pouvoir et ça risque de me mettre en problème de façon diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc, les rebelles d'ici, il allait les livrer aux autorités ivoiriennes ou bien il allait les chasser de son territoire pour dire non, ce n'est pas ici vous allez faire la rébellion. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Il dit, laissez-les. S'ils viennent, je vais les mater. Et il les a laissés. Mais qu'est-ce que les rebelles ont fait? Les Guillaume Soro, ils ont fait quoi? Ils sont venus. Au lieu de mater les Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro et sa bande, les IB là, qui ont maté le peuple ivoirien. Qui nous ont maté, qui ont coulé notre sang. Laurent Gbagbo, c'est un homme comme ça encore, vous voyez, qui va encore dire, laissez-les, ils vont venir. Ils vont encore verser notre sang. Ils vont encore couler le sang du peuple ivoirien. Si vous étiez conscient, vous devez comprendre un instant que ce soit Bédi qui est venu. Il était incapable, ils l'ont chassé par un coup d'État. C'était un incapable. Il se saoulait à longueur de... Je ne vais pas parler de sa vie privée, mais c'était un incompétent, un incapable. Donc, il a quitté le pouvoir. Gueye aussi, un incapable. Gbagbo aussi, un incapable. Ils ont quitté le pouvoir. Alassane Ouattara qui est venu. Au début de son quinquennat, lorsqu'il avait appris qu'au Libéria, quelque chose se formait, c'était une femme qui était présidente au Libéria. Mais Alassane a délégué des gens, des diplomates, pour aller avertir la présidente libérienne, pour dire si jamais une attaque vient du territoire libérien, pour se diriger sur le territoire ivoirien, la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre contre le Libéria. Quand la femme a appris ça, et Ouattara, il ne jouait pas, il était sérieux. Il a menacé la présidente. Vous voyez, si les rebelles se forment au Libéria pour attaquer la Côte d'Ivoire va attaquer le Libéria. Et ça sera une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La femme, automatiquement, elle a chassé ceux-mêmes qui préparaient leur rébellion. Elle a dit non, 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 quittez sur mon territoire, ce n'est pas ici. Elle les a chassés parce qu'elle ne voulait pas rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a menacé aussi le président ghanéen. Quand les abbayes étaient là-bas et tout. Vous pensez que c'est truc? Il a menacé, il a envoyé Ahmed Bakayoko pour donner un message clair aux autorités ghanéennes pour dire si jamais des Ivoiriens qui sont au Ghana s'azardent à attaquer la Côte d'Ivoire et que le Ghana les protège, la Côte d'Ivoire sera dans l'obligation de rentrer en guerre contre le Ghana. Ne voulait pas une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Automatiquement, mais le Ghana a livré les ABI, les CKCK, ils les ont livrés tous. Ils ont arrêté les Blé-Goudé, ils ont dit, tenez, nous, on ne veut pas guerre entre vous et nous. Ils les ont livrés. Et c'est comme ça a été. Il faut être radical lorsque tu t'inquiètes de la sécurité de ta nation. Donc, tu es le président. Tu es le chef d'État. Mais au temps de Gbagbo, ça n'a pas été quand il rit. Il pense que gérer un pays, c'est de rigoler. Mais si tu ris, ils vont voir ta faiblesse, ils vont frapper n'importe comment. Il faut menacer souvent pour exister, pour ne pas laisser les voisins créer des coups d'État, former des terroristes ou des rebelles pour venir attaquer ta nation. Quand tu menaces et que tu es cohérent, on te connaît, non. Les autres, ils comprennent automatiquement que non. Ce n'est pas de l'amusement. Ils ne vont pas laisser n'importe qui venir se former sur ton territoire pour aller danser sur un pied parce qu'ils savent que si jamais ils font l'erreur, il aura la riposte immédiate. Et cette riposte, c'est jusqu'à sur ton propre territoire et mater tes propres militaires, policiers et gendarmes. C'est comme ça Alassane a été avec les pays voisins. Voilà pourquoi c'est lui qui a mis embargo sur le Mali. Vous pensez que quand il a dit, vous avez fait le coup d'État contre un truc, je ne sais pas comment il s'appelle là, Ibeka. Mais la CEDEAO, la BCEAO ne prendra plus un petit franc pour donner aux militaires qui sont là-bas, tant que ce n'est pas un pouvoir civil. Les militaires voulaient se jouer les durs. Il y a eu un embargo, ils voyaient que non, ça n'allait pas. Ils étaient obligés de mettre un civil au pouvoir avant que l'embargo ne soit levé. Donc, mais c'est maintenant qu'ils ont levé l'embargo. Mais si c'était Gbagbo, il allait rigoler. Si c'était Bédié, et puis les militaires allaient être au pouvoir, ils allaient foutre le bordel. Il y a une rébellion allait quitter au Mali, venir frapper la Côte d'Ivoire. Alassane a été catégorique, il a été radical. Il a dit si, il a été clair.
Vous n'avez pas vu les Maliens, ils ont changé. Et tout ça, Alassane, pourquoi tu t'es mis ça dans notre affaire? Alassane, il s'en fout de ce que les Maliens disent. Il est clair dans ses bottes. Si les militaires sont... C'est-à-dire, le Malien ne peut pas voyager, quitter au Mali pour aller dans les autres pays, interdit. Le Malien ne peut pas... C'est-à-dire, le franc CFA n'allait plus rentrer dans les caisses de l'État malien. Et c'est clair, Alassane a été dans ses bottes, ils ont compris, ils ont vu que Ouattara, il ne joue pas. Ils ont compris qu'Alassane, un homme comme ça, qui est en Côte d'Ivoire, qui gère un autre État, qui lui donne des instructions. Et cet État respecte ça. Le Mali n'est pas un petit pays. Le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire. Mais Alassane, il s'en fout. Il donne des ordres et puis ils exécutent ça là-bas. Au nom du bien-être du peuple malien. Au nom du bien-être aussi du peuple ivoirien. C'est comme ça, un chef d'État. Quand le Guinéen, comment il s'appelle? Le président guinéen, il voulait recevoir Soro, Guinée-Conakry bien sûr. Il a appelé pour dire, si tu reçois Soro, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est fini. Il n'y aura plus de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce dernier, il a dit à Soro, non, 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 je ne veux plus te recevoir. Alassane m'a menacé, je ne veux plus. Mais c'est comme ça, j'ai un pays. Parce que Soro voulait aller là-bas pour négocier une base arrière de sa rébellion qu'il voulait préparer. Quand Alassane a pris ça, il a menacé le président guinéen. Est-ce que ce dernier pouvait dire non, je ne veux pas? Il a exécuté. Il a dit à Alassane, non, je ne vais plus recevoir Soro. Il n'a pas reçu Soro. Comment il s'appelle? Donc, vous devez comprendre. Mais Alassane, depuis qu'il est au pouvoir, il vous sécurise. Il empêche les coups d'État, il empêche les rébellions. Il permet au pays de se développer. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez au pouvoir? Vous voulez des plaisantins, des gens qui ne travaillent pas, qui vont venir vous faire danser, danser zigribiti, rester dans la plaisanterie pendant que le monde évolue, pendant que le monde va à sa croissance à une vitesse, pendant qu'aujourd'hui, quand ton pays n'est pas développé, ton pays n'est pas puissant, mais tu ne peux pas te retrouver sur la table des grands. Alassane pousse la Côte d'Ivoire à être sur la table des grands. Vous ne voulez pas. Vous voulez des gens qui dansent, des gens qui plaisantent, des gens qui sont là dans des bêtises. Écoutez, à un moment donné, sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Soit on veut le développement, ou soit on veut de la plaisanterie, on veut la danse, on veut des meetings à la Sorbonne, parler n'importe quoi, dire n'importe quoi, et rester là, regarder le pays, être toujours en retard. Soit on veut le développement ou on veut le retard. Choisissons. Tu manifestes là, quel est ton but? Non, le pays nous appelle, ton pays t'appelle. C'est pour faire quoi? Après avoir fini de manifester là, il te donne quoi? Il te donne un travail, il signe des contrats pour toi. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien du tout. Tu mets ta vie en danger à cause de ces plaisantins là. À quoi ils se plaisantaient là? Ce sont les tonneaux vides qui se laissent manipuler. Nous, on a fait des vidéos, on a prévenu. Hein. Moi, je préviens les Dida. Vous population Dida. Vous, population BT. Vous, les Diès et les gars. Si vous partez, vous laissez manipuler par ces gens. Et que quelqu'un se retrouve en prison. Et je parle aussi les gens de mon village. Vous me connaissez très bien. Restez dans le village tranquille. Ne barrez jamais. Si j'apprends ici que quelqu'un a barré route et qu'il est de mon village, c'est moi-même, je vais dire où il habite dans le village. Parce que je n'ai pas envie de voir à cause de la manipulation de ces gens. Je vous aime beaucoup. Et je ne veux pas voir quelqu'un de mon village se retrouver dans une prison civile de Divo. Ou bien à la Maca parce que ce dernier s'est laissé manipuler par qui que ce soit. Vous êtes digne et je pense que vous êtes trop intelligent. Maintenant, dans le cas contraire, si tu te retrouves dans ce toy-boy, dans ce bordel que prépare l'opposition, c'est moi-même, je vais dire aux gens, voilà comment tu t'appelles, d'où tu viens. Et ils vont aller t'attraper pour t'accompagner en prison. Comme c'est prison que tu aimes là, tu vas te retrouver en prison. Là-bas, là, tu vas être mieux là-bas. Puisque le village ne te suffit pas, tu n'es pas à l'aise au village. Sécurité, que tu vis au village, tu n'es pas à l'aise avec la sécurité. Je vais même toi-même, je vais dire voilà où il est, où il habite. Et ils vont aller t'attraper pour t'accompagner
à la prison civile de Divo. Dans le cas contraire, reste tranquille. Ne sors pas, ne bats pas la route. Cette voie qui quitte à Divo, Fresco, si jamais tu bats ça, mon frère, tu vas payer les conséquences. Ce n'est pas une menace, mais c'est pour ton bien-être que je parle de ça. C'est pour que tu sois, c'est-à-dire, je t'ai laissé. Je ne t'ai pas laissé en prison. Si je me retourne le jour où je viens en Côte d'Ivoire, il faudrait que je te voie pour que je puisse dire, mon frère, viens. Je vais t'offrir une bonne bière glacée. Si j'ai quelque chose pour que je puisse te donner, pour que tu puisses à ton tour aller acheter du poisson ou bien payer scolarité de l'un de tes enfants. Pour dire, ah, Guégué, c'est mon ami, ou bien je connais Guégué, il est venu, voilà ce qu'il m'a. Ah, Guégué, merci. Je n'ai pas envie d'aller en quelqu'un que je connais, il est en prison, je vais aller m'aligner pour aller voir un prisonnier. Je ne t'ai pas laissé en prison, je ne veux pas te retrouver en prison à cause des opposants. Les opposants ne t'apportent rien, ils ne te donnent rien, ils ne sont pas là pour ton bonheur. Lui qui est là pour ton bonheur, c'est Alassane Ouattara. Peu importe ce que les gens te diront, Ouattara ne t'a rien fait. Ouattara ne t'a rien fait, il n'a pas cherché ta femme. Alassane ne couche pas avec ta femme. Alassane Ouattara n'a pas dit que il ne t'a pas arraché ta nationalité. Alassane Ouattara ne t'a pas dit de ne pas travailler. Alassane Ouattara ne t'a pas fait du mal. Des gens qui viennent mentir que Ouattara fait ceci, Ouattara, ça n'engage que eux, ils savent pourquoi ils le disent. C'est pour obtenir votre soutien qu'ils le font. Ils mentent pour obtenir le peu de soutien de votre part. Mais ne le suivez pas dans leur démagogie politique. Soyez honnête, soyez sincère envers vous-même. Ne suivez pas des hommes politiques qui ne vous apporteront rien. Suivez vous-même. Vos propres consciences, suivez ça. Qu'est-ce que vous voulez dans vos vies? Ce que tu veux, c'est ce qu'il faut suivre, mon frère. Ma soeur, ce que tu veux là, il faut suivre ça. Il ne faut pas te laisser manipuler par des gens qui sont à côté. Non, non, parce que ton ami est un, toi aussi tu vas te laisser influencer par toi. Ne te laisse jamais influencer, même ton propre père et ta mère, ne laisse pas leurs influences t'avoir. Il faut savoir ce que toi-même tu veux. Tu veux quoi? Quand ton cerveau, Dieu t'a créé là, il a mis un cerveau, une machine en toi. Et cette machine te permet de réfléchir, de penser les atouts et les contours, de réfléchir le pour et le contre. Prends cette machine, mon frère, et réfléchis avant de prendre une décision. Ne laisse jamais ton ami t'influencer. Ne laisse jamais ton ami te manipuler. Ce n'est pas parce qu'un candidat, il est de même région que toi que tu vas le suivre bêtement. Être de même région que toi n'est pas une solution absolue. Sa politique ne peut pas être une politique universelle pour tous les Ivoiriens. Lui qui est là, qu'il soit Tagbana, qu'il soit Odieneka, qu'il soit Bété, qu'il soit qu'il soit Dida, qu'il soit Ega, qu'il soit Abron, qu'il soit Baoulé, Agni, ou bien Apollo, regarde qu'est-ce qu'il te propose, qu'est-ce qu'il fait pour ton pays. Si c'est bon pour ton avenir et l'avenir de tes enfants, il faut suivre ce dernier, mon frère. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que vous êtes de même région, parce que vous êtes de même religion, parce que vous êtes de même ethnie. Enlevez cette mentalité en vous et suivez des gens parce qu'ils font du bien pour le pays, ils font du bien pour toi-même et le peuple ivoirien. Suivez ces gens de personnes. Regardez les programmes. Ne regardez pas les émotions pour manifester, parce qu'il faut manifester. Pour finir, je demande au gouvernement ivoirien, et précisément à Alassane Ouattara, cette fois-ci, si des gens commencent à semer des troubles au pays, arrêtez Bédié et Afi, parce qu'ils sont les bras séculiers de Soro Diom en Côte d'Ivoire, qui pilotent les choses dans le but, je dis bien dans le but de créer le chaos dans notre pays. Afi FPI, Bédié PDCI. Et donc, ce sont les représentants, ce sont les bras armés de Guillaume Soro qui résident en Côte d'Ivoire, parce que Soro Guillaume, c'est proche, ceux avec qui il devrait faire ce banditisme d'État. Comme ils sont en prison, alors Soro Diom utilise le représentant du FPI et le représentant du PDCI pour foudre la merde. Parce que pour lui, on ne peut pas les arrêter. Cette fois-ci, le gouvernement ivoirien, si ces gens-là suivent Soro Diom dans sa bêtise politique et qu'ils veulent semer le chaos, arrêtez-les eux-mêmes. Ils vont aller pomper. Comme ça, là où ils poussent les enfants des autres, ils vont aller aussi goûter la maca.
Si la maca est sucrée, ils vont aller être dans la même chambre ou dans la même cellule avec ceux qui poussent dans les rues. Comme ça, ils comprendront que là-bas, ce n'est pas un lieu où on peut aller au pèlerinage. Un lieu où on peut faire la lune de miel. Donc, ils doivent comprendre. Il ne s'agit plus d'histoire de président des partis politiques, président ou pas. Il fout la merde, la maca doit l'accueillir. C'est eux qui conduisent enfants des gens là-bas. Eux aussi, ils doivent aller goûter ça. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive la paix en Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.